fêter. Est-ce qu'il y aura des festivités particulières cette saison? Déjà, moi, je voudrais dire que le Prez ne les fait pas, les 100 ans quand même. Il faut lui attribuer ça quand même. Il fait bien plus jeune. Il fait entamer, mais ça va. Bah oui, c'est un événement phare, hein. Voilà, c'est exceptionnel, 100 ans, c'est pas rien. Surtout, j'ai envie de dire, pour un club comme Angoulême, qui en a connu, qui est un peu un phénix, hein, qui renaît systématiquement de ses cendres. Donc effectivement, on a l'ambition d'honorer ces 100 années de foot à Angoulême, puisque que ce soit sous le nom de la SDC, la SA, la ZAC ou la CFC, l'idée c'est justement d'arriver à honorer tout cela. C'est pour ça on a créé des choses, notamment un terme, les dockers, que l'on développera au fur et à mesure d'une campagne de com qu'on va pouvoir découvrir dans les rues d'Angoulême dès cette semaine, je crois. Voilà, où on utilisera ce terme pour réunir toutes les personnes qui ont joué sous les couleurs de la CFC ou encore une fois de la SA, la SDC ou de la ZAC, puisque les dockers, c'était à l'époque, c'est comme ça que notre club a été créé, c'était les dockers qui vidaient sur la Charente du côté de Magélis, qui vidaient les barques et les bateaux et qui affrontaient les mariniers. Voilà, c'est comme ça que notre club a été créé. En 1920 dans la rubrique Omnisport, puis après en 25 dans l'émancipation de la section foot. Donc voilà, donc oui, il y aura beaucoup de festivités que l'on vous prépare et réserve. Voilà, oui, on va fêter le passé avec beaucoup de surprises. Donc là, on est en train de préparer et de concocter un programme particulier avec ambition et envie de partager avec l'ensemble des parties prenantes qui ont vécu au club et puis aussi tout le club d'aujourd'hui. Et puis ça doit marquer aussi, ces 100 ans doivent marquer aussi l'avenir, dans le sens, une fois qu'on aura communié tous ensemble, il y a des projets qui vont arriver, notamment autour de la rénovation du stade. Donc tous ces sujets devraient sortir à peu près dans ce créneau de temps. Voilà, donc on est très ambitieux cette année sur ces sujets-là pour donner une nouvelle dynamique au club. Justement, tu en parles, la rénovation du stade, ça en est où le projet, le calendrier? On travaille. Nous travaillons dessus avec les collectivités, l'ensemble des parties prenantes aussi du projet, parce que je rappelle que le club et ses actionnaires vont en assumer une partie. Donc voilà, donc on travaille sur le projet infrastructure et sur le financement, mais on avance bien. On a des dates clés qui sont devant nous à 1 mois, à 3 mois, voilà, avec une ambition de pouvoir démarrer plutôt en l'année 2026. Début 2026, le début des... Oui, pour partie. Donc ça sera terminé pour la fin de la saison, quoi, pour fêter, oui, c'est ce qu'on a envie. C'est ce qu'on a envie. Après, les rythmes de ce genre de projet qui sont quand même très structurants sont un peu plus longs que prévu, parce qu'il y a beaucoup de choses à prévoir dans le modèle organisationnel qu'on met en place, dans la mesure où on va financer 50% du projet. Et l'autre partie des collectivités. Donc il y a un modèle à trouver, qu'on est en train d'écrire, et ça avance plutôt bien. On est sur le même modèle qu'il y a 2-3 ans quand ça avait été présenté, ou ça a quand même évolué? Ça ressemble fortement au modèle d'il y a 2-3 ans. Parce que dans les collectivités, ils n'ont pas beaucoup de place pour... je dirais, on peut pas innover et créer des choses nouvelles. Il y a un cadre juridique, légal qui est posé, et on s'inscrit complètement dedans. Bon, d'ici là, il y a cette saison avec un basculement encore dans le Ouest. Ouais. C'était le souhait du club, même si rechanger, c'est aussi des difficultés. Oui, mais ce changement-là est beaucoup plus facile à accepter, à organiser, dirons-nous. Donc ouais, on est très satisfait de cela, puisque bon, on s'en est plaint toute la saison dernière, à juste titre, je pense. Ça a été extrêmement énergivore et usant pour les équipes internes et notamment pour les joueurs. Ce qui explique aussi, à mon sens, cette fin de saison où on s'est positionné dans le sprint final, mais qu'on n'avait pas le carburant nécessaire pour vraiment disputer notre chance. Donc on est vraiment content, puisque voilà, on est à l'image de notre staff, hein. Les garçons sont des multitâches, interviennent dans plusieurs services, notamment auprès de la formation. Donc les semaines à un moment donné devenaient trop courtes et donc c'était extrêmement compliqué. Donc on est ravis de retrouver cette poule on retrouvera des clubs que l'on connaît très très bien. Il y aura aussi des nouveautés, donc c'est ce qui est aussi assez sympa.
Donc, ouais, que du positif avec ces Girondins aussi qu'on aura le bonheur de retrouver après ce match de Coupe de France où on avait garni le bon au maximum que les autorités nous avaient autorisé. Donc, ouais, on est assez content de cette poule. Moi, je crois on peut crier déjà victoire 2 fois, moins 30 000 km de déplacement là, cette année. Imaginez ce que ça fait quand on parle jeudi, qu'on rentre le dimanche matin, notamment au niveau de l'équité sportive. Hein, on s'en est très bien sorti l'année dernière. Et puis, moins 40, moins 50 000 euros sur le budget de déplacement qui nous avait été imposé l'année dernière. Donc, plus 40 sur les comptes, du coup. Voilà. Façon de parler, bien sûr. Oui, mais voilà, donc c'est 2 victoires déjà avant de démarrer. Niveau sportif, ça n'a peut-être pas changé grand-chose. Il y avait des grosses équipes dans le sud, mais là, il y en aura aussi avec Bordeaux, Saint-Malo. Les Herbiers. Par rapport à cette question-là, quand on attendait le sort de notre poule, enfin du moins que la poule sorte, pardon, on se l'était dit que sportivement, il n'y avait aucune différence. Parce qu'il y a des ogres des deux côtés. Il y a peut-être un fond de jeu qui est un peu plus léché du côté de cette poule nord-ouest, contrairement à la poule sud-est où les individualités, par contre, sont encore plus fortes et talentueuses et font encore plus de différence. Ça va peut-être être là la petit changement. Mais ensuite, quand on voit la configuration de la poule, Saint-Malo l'an dernier qui passe 15 journées sur 30 en tête pour finir 3e et qui ont fait une saison pourtant extraordinaire. Donc, et quand on voit leur recrutement qui est extrêmement bien pensé et les renforts qu'ils ont eus, ça va être du costaud. Les Herbiers qui est l'un des grands favoris également, voilà, habitués à jouer ce rôle-là, qui eux ne se cachent pas à travers encore une fois leur recrutement assez ambitieux, leur style de jeu. Pareil, leur coach Laurent David qui est là, ça va être leur 3e saison aussi, où à chaque fois c'est podium systématiquement avec Laurent David. Voilà, et puis après il va y avoir d'autres écuries. Il y aura toujours cette homogénéité sur le terrain, on en a conscience. Tout le monde va se regarder dans les yeux, tout le monde va jouer crânement sa chance, et puis ça va être un combat de 30 rounds. Quel objectif a fixé le président? De faire mieux que l'année dernière. Bon, ça fait 6 ans qu'on est en N2. On finit toujours entre la 6e et 3e place, je crois qu'on a fait une fois. 4e place. Donc cette année, c'est de faire mieux. C'est aussi pour ça qu'on a essayé de garder l'ossature de l'année dernière, compte tenu qu'on a été plutôt satisfait de l'évolution du jeu qu'on souhaitait proposer à Lebon à l'ensemble des spectateurs. Donc on continue dans cette dynamique-là de faire du jeu. On a été tout ça allé chercher des jeunes joueurs talentueux. Voilà. Et voilà, on est plutôt satisfait du recrutement à aujourd'hui. Donc voilà, non, c'est une poule, oui, qui va être difficile, peut-être un tout petit peu moins homogène que dans le sud. Mais je dirais que parce que dans notre poule, on va avoir 4, je crois, montées déjà. On va avoir 1 ou 2 repêchés. Donc voilà, on pourrait imaginer qu'il y ait quelque part un peu moins d'homogénéité, je pense, par rapport à la poule de l'Est. Mais ce qu'on se rend compte quand même depuis 6 ans, nous on est à ce niveau-là et les gens ne le voient pas peut-être de l'extérieur, mais ce championnat est d'un niveau très important. Il s'élève tous les ans. Et cette année, quand on voit les recrues, les joueurs qui descendent de Ligue 2, de National, jouer en N2, forcément, ça va être encore un niveau dessus. Ça doit être la division qui a le plus changé sur la dernière décennie en termes d'élévation du niveau. Je pense que la National 2, de par les réformes, c'était aussi le but de la Fédé, je pense que c'est le niveau qui a le plus monté de toutes les divisions qu'il peut y avoir au niveau national. Je pense que c'est celle-ci qui est la plus costaud. On nous le disait déjà il y a quelques années. Certains présidents de Ligue 2 nous disaient déjà avec une seule montée par poule, c'était très compliqué. Mais là, en plus, on le voit à travers les recrutements des autres clubs. Il y a de plus en plus de professionnels, d'anciens pros qui jouent à ce niveau-là, qui ont du mal à s'imposer d'ailleurs aussi. Hein. On l'a vu l'année dernière, on a eu quand même des mecs qui ont joué en équipe de France, hein, à l'instar de Yanga Mbiwa par exemple, à Istres. On a affronté Johan Molo, Fouad Kadir. Enfin, c'est des garçons, Bozetti, Thomas Touré, c'est des garçons qui ont plus de 200, 300 matchs de Ligue 1 quand même. Et ce n'est pas des garçons qui ont marché sur les matchs, absolument pas, bien au contraire, même pour certains. Donc,
voilà, ceux qui connaissent bien ces divisions-là reconnaissent sa valeur et sa valeur ne cesse de grandir. Donc l'objectif, pour clarifier, c'est faire mieux, faire plus vite le maintien qu'on l'a fait. Voilà, ce que ça préparera l'année d'après, compte tenu des projets d'infrastructure, etc. À partir du moment où on aura des infrastructures, on pourra être plus ambitieux et se projeter avec un peu plus de force. Donc très important de faire une bonne saison sportive cette année pour nous mettre en dynamique. Et c'est le meilleur moyen de fêter les 100 ans. Voilà, ça serait bien. Au niveau des moyens, justement, vous vous situez où par rapport aux autres équipes? Alors, il y a peut-être un petit peu moins d'écart entre les équipes du Sud. Enfin, c'est un peu plus homogène, mais vous avez quand même des équipes aujourd'hui. Bon, on ne parle pas de Bordeaux parce que c'est hors sujet, enfin, c'est hors norme. Mais vous avez des équipes avec 3 millions de budget, 3 millions 3, et nous, on se situe plutôt dans la fourchette moyenne. Voilà. On a regardé un peu ce qui se passait. Même les clubs qui semblaient un petit peu être inférieurs sont à des budgets d'1,5 million, 1,6 million. Nous, on va être à 1,6 million, 1,7 million. Donc, on est dans la moyenne de ce groupe. Après, ce qui compte au-delà du budget, c'est aussi son utilisation et la répartition au sein du club. Où ça, là-dessus, on n'a pas les informations, c'est extrêmement hétérogène aussi. Sur les équipes de jeunes, quoi. Ouais, entre autres, les équipes des jeunes, l'aspect salarial et professionnalisation, l'aspect investissement, enfin, il y a tout un volet. L'année dernière, on a affronté un club, ils n'avaient que 900 000 euros de budget, c'est vrai, mais ils mettaient 800 000 sur l'équipe première. Donc, à quelque part, voilà, ils étaient extrêmement compétitifs, malgré le budget global qui paraissait plus bas que la moyenne de la poule, quoi. Donc, c'est vraiment la répartition qui compte le plus, on va dire, pour vraiment pouvoir analyser et se comparer. Là, il y a eu la campagne des matchs de préparation, assez mitigée. Qu'est-ce que vous en avez pensé tous les deux? Et qu'est-ce que ça peut laisser augurer? Moi, je trouve ça intéressant comment on analyse les matchs de préparation. J'ai vu ça pour le TFC qui se font défoncer parce que bon, ils ont pris effectivement deux, trois gros chiffres. Je trouve qu'on attache beaucoup d'importance à des résultats de matchs de préparation sans prendre en compte que ce n'est pas la priorité, puisque la priorité c'est de préparer les garçons physiquement pour qu'ils soient à leur pic de leur forme le plus longtemps possible et notamment jusqu'à la fin de l'hiver. Donc ça c'est la priorité. De ce côté-là, l'objectif a été rempli par le staff, puisque il n'y a qu'un mot qui revient à la bouche de tous les joueurs pour qualifier la prépa, c'est difficile, parce que ben, voilà, c'est extrêmement hard. Donc ça, cet objectif-là, il a été rempli. Après, sur l'aspect, sur le reste des résultats, encore une fois, on affronte des écuries qui ne sont pas au même niveau de forme, des clubs de National 3 qui reprennent plus tard. Nous, à l'inverse, on calcule le fait que ça va être là le gros coup de barre des garçons pour les régénérer, parce que dans 2 semaines, on est à 2 semaines de la reprise. Et il y a tout un tas de paramètres et de facteurs qu'il faudrait à chaque fois prendre en compte et qui ne le sont pas en lisant uniquement le résultat final. Donc voilà, après c'est ma position à moi. Moi, ma position, c'est que voilà, c'est de la préparation. Après, on est teinté un peu par le dernier match qu'on a vécu, mais enfin, pour information, il y avait quand même 5 blessés, dont 2 plutôt très graves, et 5 cas de Covid dans l'équipe qui a joué dans la semaine. Donc on est arrivé avec très peu de force contre une belle équipe d'Arcachon, mais je pense qu'on n'avait pas tous les moyens pour nous exprimer. Voilà. Donc la vérité commence ce week-end. On démarre avec pas mal de blessés. Voilà, donc on saura dans 3-4 matchs où on se situe, sachant que nous sommes quand même en recrutement sur 2 joueurs qui viendront compléter le groupe. C'est justement blessé, ça va être un peu le point noir aussi, c'est qu'il y a eu Oui. de casse. Oui, il y a eu pas mal de casses. Ouais, il y a eu il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse, effectivement, des choses qui n'ont rien à voir avec le travail du staff sur la prépa physique, hein, dû à des tacles, comme on peut le voir, la botte de Calu, là, ici présent, dû à un mauvais terrain d'entraînement qui a fait qu'une cheville s'est tordue. Voilà, il y a eu tout un tas de choses. Après, juste pour finir sur la question de l'analyse de la prépa, on se donne rendez-vous ce samedi à Lebon. On va rencontrer nos joueurs samedi à Lebon. Parce que, encore une fois, même en ayant joué à des niveaux ultra amateurs,
Les matchs amicaux, c'est rigolo le premier parce que c'est la rentrée, c'est la reprise. Après, c'est très vite pénible. L'activation mentale, la préparation n'est pas la même. Là, c'est samedi qu'on espère voir le meilleur des visages de notre effectif. Et puis après, comme l'a dit le presse, de toute façon, on n'est pas du genre à s'alerter pour tout et rien. Donc nous, comme à notre habitude, on fera le premier bilan lors de notre entrée en Coupe de France, c'est-à-dire fin septembre. Il y aura eu à peu près 5 à 6 journées de championnat d'effectuer. Et là, on pourra déjà tirer des premières analyses, et même pas des conclusions, mais des premières analyses de notre effectif. Les 2 recrues, c'est lié aux blessés? Ou c'était déjà un peu prévu On avait imaginé avec Pierre-Emmanuel peut-être de prendre un joueur de plus, en fonction de ce qu'on constaterait pendant les matchs de préparation. Voilà, donc ça a confirmé. Et puis oui, on a 2 blessés, un blessé, on attend la deuxième confirmation, savoir si c'est pour l'année ou pas. Donc là, oui, on va recruter 2 profils plutôt attaquants. À la fin du mercato, il ne s'arrête jamais vraiment, mais en tout cas, on avait déjà le sentiment qu'il numériquement et qualitativement, qu'il allait manquer un profil. Donc ça, c'était acté. Après, encore une fois, comme on essaie de gérer le club de la manière la plus sérieuse possible, on attendait aussi la clôture commerciale, on attendait aussi la définition du budget, la détermination du budget à venir, etc., pour justement ensuite se permettre de recruter ou non. Puisqu'encore une fois, l'enjeu prioritaire au-delà du sportif, c'est celui-ci, pérenniser le club, c'est ça le plus important. Donc là, effectivement, on va se permettre de recruter à minima 2 joueurs. C'est quoi les blessés, du coup, potentiellement? Les blessures, il y a comment? Romain. Il y a Romain Escarpit, où on est très inquiet pour son genou auquel il s'était blessé il y a de ça 1 an. D'accord? C'est lié au même genou, donc l'inquiétude est au maximum. Donc on en avait parlé tous les deux lors de la dernière conférence de presse de l'année. On savait qu'il y avait un risque autour de ça, donc le risque semble se confirmer. On va avoir des retours le 19 lors de son rendez-vous avec le chirurgien. Il y a un sujet autour de Mamad Diarra aussi, lié à son genou également. Donc Lucas Macan avec sa cheville, où là par contre l'indisponibilité est plutôt autour de 3 semaines, 1 mois, dirons-nous à peu près, tout comme Paul Méliande, aussi c'est la cheville, aussi également. Donc ça fait 4 garçons qui sont indisponibles, avec des profils, voilà, comme on essaie encore une fois de construire l'effectif de manière la plus complémentaire possible. Et forcément, quand il y a autant d'absents, ça veut dire qu'il y a des attributs que nous n'aurons pas à proposer. Donc c'est pour ça qu'il va falloir recruter en conséquence. C'est difficile de recruter à ce moment-là de la saison où il y a beaucoup de joueurs disponibles? Des joueurs disponibles, il y en a énormément. S'ils sont disponibles, c'est pas forcément bon signe. Parce que soit c'est parce qu'ils ont mal négocié leur été et du coup ils se retrouvent, parce qu'il faut savoir qu'on a arrêté quand même depuis mi-mai, on se retrouve mi-août, ça fait déjà 3 mois sans rien faire. Donc c'est pour ça que c'est pas évident de prendre n'importe quel joueur, parce que ça va être un garçon qui ne sera pas prêt pour ce match ou le prochain match. Donc on réfléchit, ça peut être un critère presque éliminatoire dans le recrutement. Et puis effectivement, il y a aussi la période où à quelque part c'est presque encore trop court, parce que ceux qui ne vont pas jouer dans leur effectif, dans leur club actuel, ils s'en rendent peut-être pas encore tout à fait compte qu'ils ont été positionnés à la cave par leur direction ou par leurs entraîneurs. Donc ça, il faut attendre encore un petit peu pour justement flairer des bonnes affaires, dirons-nous. Mais il y a toujours cette colonne vertébrale, notamment en défense, sur laquelle on peut s'appuyer. Ouais, ça a bougé un petit peu quand même, mais oui, on a voulu garder le maximum de joueurs, justement pour éviter une instabilité. Donc c'est vrai qu'on nous dit qu'il y a eu 9 départs, mais réellement, on a gardé 70-80% de l'ossature titulaire l'année dernière. Donc ça, c'est pour nous gage de pérennité. Fait, ouais. Voilà, donc c'est un des premiers sujets. Puis là, on se donne, oui, PE a raison, je pense qu'il nous faut un petit peu de temps là, pour ne pas se tromper. Puis il faut qu'on avance aussi avec les blessures, voir qu'on ait des certitudes aussi. Donc on se laisse 15 jours à peu près pour avancer. Si on a des opportunités avant, on le fera. Mais on va se laisser une quinzaine de jours. Comme d'hab, l'idée c'est de répondre vraiment aux besoins précisément de l'équipe et pas uniquement succomber à l'opportunité. Voilà, parce qu'après on le voit de toute façon, ça règle un problème à court terme numériquement et puis après sur le moyen long terme, c'est une autre galère qui arrive.
Donc on ne va pas courir à la précipitation, on va garder la tête très très froide et puis encore une fois essayer de travailler le plus sérieusement possible. Et là, vous voyez, Lucas, il a la cheville et les mains qui sont a priori blessées, les poignets a priori. Bon, il ne fait pas les touches, donc c'est pas très grave. Mais... Au niveau du staff, du coup, ça a été renouvelé. Quelques ajustements liés aussi au fait que David Giguel passe ses diplômes de lettres qui sera absent une semaine. Comment on s'adapte C'est le presse qui coach. Donc c'est moi qui viens à la conférence de presse, que là il est en stage à Clairefontaine. J'ai fait entraînement ce matin et ce soir on fait atelier devant le but comme je jouais avant centre. Donc j'amène ma petite pierre à l'édifice. Non, donc, comme vous le savez, on a fait grimper Mathieu Covida comme entraîneur adjoint. Donc c'est Mathieu qui prend le relais avec Mathéo, aidé par Jean-Karim. Ouais, sur aspect vidéo. Voilà, avec Julien Loger au niveau des gardiens de but. Donc il y a tout le staff est mobilisé et on va gérer cette bonne nouvelle pour le club et pour David qu'il puisse passer son diplôme. Voilà, donc on est plutôt bien organisé, vraisemblablement pour l'instant. Ouais. En confiance, en compétence. Ouais. Et puis on est content parce qu'on fait grimper les jeunes du club. Hein. Mathieu qui est entraîneur adjoint, voilà, pour nous c'est important que nos jeunes montent d'un cran. Alexandre Limousin qui prend la R1, voilà, JK à la vidéo avec ses 17 ans nationaux. JK qui monte avec le staff et puis qui aura les 17 nationaux qui va être aussi pour nous un gros changement cette année parce que il y a beaucoup de déplacements aussi. On a solidifié notre organisation et les ressources, donc nous sommes plutôt satisfaits de ce côté-là. Ça charbonne fort. Au niveau des jeunes, justement, il y a les 17 qui sont remontés au niveau national. C'est une bonne nouvelle aussi pour la formation. C'est une nouvelle. Une bonne nouvelle. Je dis c'est une nouvelle volontairement parce que ça va être très compliqué. Donc nous, on est dans les 17 NAS ou les 16 R1 ou 18 R1, ça reste des étapes de formation. Nous, notre objectif, il n'est pas de monter en 17 ans nationaux, il est que de faire monter nos jeunes en équipe réserve en R1. Il est là l'objectif. Les 17 ans nationaux, c'est une passerelle extrêmement formatrice parce qu'effectivement, là, ça va être le plus haut niveau de leur génération. Mais ça va être extrêmement compliqué, on en a totalement conscience. Donc oui, bonne nouvelle parce que ça vient valider le travail notamment de JK bien évidemment, mais ça reste pas une fin en soi non plus de s'y maintenir. Voilà, l'objectif c'est de continuer à être en tête des niveaux régionaux comme nos équipes de foot à 11 le font et puis y retourner le plus souvent possible et le plus régulièrement possible pour un jour ensuite devenir compétitif en 17 ans nationaux. Moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Mais dans le parcours d'apprentissage pour nos gamins, se frotter à ce qui se fait de mieux dans leur catégorie, c'est formateur. Et ça doit les préparer pour la R1 et puis à intégrer le groupe N2 un jour, comme on a fait cette année, en intégrant 4 jeunes de plus, 4 Charentais. Donc c'est un petit message pour ceux qui suivent le club d'un petit peu loin et qui ne se rendent pas compte qu'on intègre beaucoup de jeunes. Et que l'année dernière, on a été champion de R1 avec des gamins qui avaient une moyenne d'âge, je crois, de 18 ans et demi. Voilà, donc la formation, elle travaille sérieusement chez nous. Elle a été récompensée cette année avec les R1 et les 17. Et on espère bien que dans ce volume de jeunes joueurs, je vous dis, on a fait monter 4 joueurs cette année, que voilà, tous les ans, on puisse intégrer 2 ou 3 nouveaux. Et puis qu'un jour, on ait quelques Charentais titulaires, comme d'ailleurs est Lucas aujourd'hui. Et c'est pas parce que si demain on finissait lanterne rouge de championnat en ayant pris quelques corrections ou quoi que ce soit, que ça viendrait dire que le travail est mal fait ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est pour ça que c'est ce qu'incarne Mathieu Covida à travers sa direction sportive au sein de la formation, de désacraliser totalement le résultat chez les jeunes, parce qu'encore une fois, ce qui compte, c'est la finalité, de les amener à ce niveau R1. Et puis s'ils ne sont pas en R1 chez nous, eh bien, ils sont en R2 à Leroy, ou en R1 à Jarnac, ou peu importe, ou à Ruel, ou à Barbezieux, peu importe. Et en tout cas, on continue à alimenter et fournir le foot charentais. Et ça, c'est ce qui compte le plus pour nous. Comment tu analyses les déboires de beaucoup de clubs dans les environs, les Bergerac
Ah, en R3 ok, après sûr. une heure, après Bordeaux, Trélissac, même s'ils ont un peu amorti la chute. Alors, deuxième message pour ceux qui sont un petit peu loin du club. Ça fait 18 ans que je suis là. Quand on reçoit des joueurs, on leur dit les choses que voilà, on n'a jamais eu un retard de paiement. Quand on dit quelque chose, c'est qu'on est sûr de tenir, même si ce n'est pas toujours facile. Nous, on est plutôt aujourd'hui dans une catégorie de jugé par tout l'extérieur, et même les joueurs nous en parlent, d'un club très sérieux. Donc on gère. L'année dernière, quand Bergerac est parti, j'avais dit dans le club, ça va être une saison extrêmement compliquée pour eux. Ils perdaient leur leader de l'époque, M. Fauvel, et je me dis ça va être dur de prendre la suite, compte tenu, on sait ce qu'on sait, hein, quand on est président, comment on s'engage, comment on s'investit. Voilà, on a vu l'épisode Libourne d'avant, où en venant ici, j'avais dit au mois de septembre, ils ne vont pas finir l'année. Voilà, on le sent, nous, hein, quand on est, je dirais, dans le milieu depuis un petit moment, qu'il y a des choses à ne pas faire. Et puis, il y a encore des pratiques dans le football qui sont très moyennes. C'est comme ça en général. C'est pas rigolo quand on perd Niort et Bordeaux en locomotive. Alors nous, cette année, ça va vraiment nous intéresser parce que peut-être qu'ici, il y aura 2000, 3000, 4000 personnes. Et peut-être que s'ils font un bon début de saison, qu'à Bordeaux, il y aura 10 000, 15 000 au Matmut. Enfin, anciennement Matmut, pardon. Il faut que je fasse gaffe. Ouais, mettez-vous à Sinon, je vais avoir... bah oui, mais c'est ça, mais je voudrais pas... c'est chouette, mais c'est triste. Voilà, aujourd'hui, Angoulême est classé avec les Girondins de Bordeaux et Bayonne, deuxième club de notre grande ligue. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Enfin, ça sera peut-être normal un jour si on monte en national. Là, on pourra dire, ok, c'est normal, on l'a vérité. Mais là, voilà. Moi, ce qui se passe dans le football aujourd'hui m'agace. Voilà, surtout à ce niveau-là. Quand on appelle les joueurs, ce qui se passe derrière la caméra, et il y a encore des pratiques qui ne sont pas belles. Voilà, où les joueurs peuvent en payer les conséquences. Mais il y a quand même, je trouve, un effort de fait de la part de la FFF et de la DNCG pour raffermir un peu la solidité des clubs. Les décisions qui ont été prises encore cette année vont dans ce sens-là. Bon, voilà, je trouve qu'on va dans le bon sens là aussi. Je paye mon message perso, moi aussi. Non. Donc, à ceux qui nous taxent de manquer un peu d'ambition à certains moments ou quoi que ce soit, c'est pas le manque d'ambition. L'ambition, on l'a, on est déterminé, on rêve, on a des rêves à pu en finir. Mais par contre, on ne veut pas y faire ça à n'importe quel prix, avec n'importe qui, et encore moins n'importe comment, tout simplement. Après, il y a un vrai enjeu de ce côté-là. L'histoire nous apprend beaucoup de choses, hein, notamment pour le club d'Angoulême. Voilà. Moi, on m'avait sollicité à l'époque pour racheter le club, enfin pour faire un chèque pour racheter le club à la barre du tribunal. J'avais participé à ça. Bon, voilà, le club a beaucoup souffert et je crois qu'un des premiers sujets pour nous, quand on s'est, pour moi, quand je suis arrivé et puis quand Pierre-Emmanuel m'a rejoint, c'était de pérenniser le club déjà à un niveau, pérenniser financièrement le club. Voilà, l'ambition, elle va arriver. Les infrastructures vont être importantes dans notre projet. Voilà, il y a... Voilà, autre message personnel, si vous voulez qu'on monte, venez plus au club et venez payer une entrée, des boissons et profiter du spectacle et vous nous aiderez de ce côté-là. Alors bien sûr, on ne fait pas plaisir à tout le monde en n'ayant pas des joueurs de Ligue 1 qu'on pourrait payer 3 semaines et puis après on déposerait le bilan. Mais nous, on fait ce choix-là, le sérieux, la formation aussi, parce qu'on partage, le budget est proportionnel aussi sur la formation. On essaye d'équilibrer les choses parce qu'on travaille pour l'avenir, on travaille sur le court terme. Mais je crois que le sérieux budgétaire aujourd'hui est le plus important. Quand on voit qu'en national, 2 tiers des clubs sont déficitaires, quand on voit le déficit cumulé Ligue 1, Ligue 2 affiché l'année dernière, on a du souci à se faire pour le foot. Hein. Donc soyons patients, même si tout le monde voudrait qu'on soit en Ligue 2. Et voilà. Nous, on le souhaite. Après, c'est la manière d'y aller qui nous intéresse. Voilà. Il est hors de question de mettre le club en danger. Et là, tu constates que sans infrastructure, le club arrive à un plafond. On n'est pas tout à fait encore à notre plafond parce qu'on apprend tous les ans, là, je trouve. On apprend bien tous les ans. C'est aussi pour ça qu'on a demandé à David de rester avec nous 3 prochaines années. Parce qu'on veut de la... On s'aperçoit que les clubs où il y a plus de stabilité humaine et de la connivence, parce que
il y a de la connivence entre nous et de la complicité, et on se marre, même si là on est un peu sérieux dans ce début de saison. Et les gens qui ont des infrastructures, c'est ceux qui réussissent dans le temps. Donc nous, on est obligé d'aller chercher des infrastructures pour nous donner encore un peu plus d'élan et un peu plus de force. Le jour où on va avoir un stade rénové, je vous promets que le club sera beaucoup plus ambitieux et sera au niveau de ceux qui sont ambitieux aujourd'hui. C'est un passage obligé, quoi. Oui, mais il faut le caler dans le temps. Parce que soit on n'investit pas et on met tout dans les joueurs, puis quand on... Peut-être, parce que il y a quand même beaucoup d'aléas dans le foot, hein, si ça marchait comme ça, ou nombre de présidents qu'on dit dans 3 ans, on en des deux, ben, il y en a qui n'y sont pas, il y en a qui ont déposé le bilan, ou il y en a qui sont partis avec, comme on dit, entre les jambes. Hein. Donc ça serait facile. L'argent ne fait pas tout, il contribue, mais il ne fait pas tout. Nous, on a choisi de structurer le club en profondeur et d'être solide sur nos appuis. Et si nos fondations permettent à nos successeurs par la suite de faire plus haut, plus fort, et ben tant mieux, tant mieux, tant mieux. Parce qu'on a pour habitude de dire que souvent le travail des dirigeants est jugé à leur départ, surtout, principalement. Moi, ça m'empêterait que le presse il fasse 20 ans, 25 ans ou 30 ans, parce qu'il est très très jeune, donc il a au moins 40 ans de présidence devant lui, pour que l'année d'après, son club se retrouve dans des divisions inférieures parce qu'il est rétrogradé, parce que plus de finances, plus de ci, plus de ça. Pour moi, ça serait un gâchis monumental. Tout ça pour ça, à limite, on pourrait conclure, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est vachement, vachement important, d'assurer aussi l'héritage et puis les fondations du club, en fait, tout simplement. Des bonnes fondations, on est solide sur les appuis et c'est important quand il y a des tremblements. On peut dire que pour l'instant, la sélection, elle se fait plus par l'arrière, un peu comme au vélo, tous les clubs qui se cassent la gueule. Bon, en tout cas, en Nouvelle-Aquitaine, ouais, après, quand on regarde, on a fini 6e cette année, l'année d'avant, on a fini 4e. Non, 6e aussi. 6e. 6, 6, 4. On arrive à se battre quand même avec nos... Voilà, c'est là où je trouve que le club est assez costaud parce que quand vous rencontrez des équipes, l'année dernière, on est quand même les seuls, enfin pas les seuls, à gagner à Cannes, au Puy qui monte. Bon, après on a fait aussi... on a eu des petits loupés, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est loin d'être ridicule. On a rivalisé avec l'ensemble des équipes, on n'a pas pris des... Par contre, Cannes chez nous, par contre, là, on a fait un peu... Voilà. Mais donc... la sélection, elle se fait, oui, par les finances, et je pense que ça continuera, compte tenu de ce qu'on voit, ce qu'on entend dans le milieu. Elle continuera tous les ans, il y aura un peu de nettoyage. Mais je crois que les clubs les plus, dans le temps, les clubs les plus sérieux, c'est pas ceux qui font banco sur une année. Et, au poker, il y en a qui font banco, et première partie, ils font banco, ils sont morts. Bon, nous, on n'est pas comme ça, voilà. Et j'ai gagné des parties de poker aussi dans ma vie, donc en jouant prudemment. Donc, on va pas mettre tapis. Voilà. Donc je pense que... Après, c'est aussi l'histoire du sport. Hein. Il n'y a qu'en France où on a du mal un peu avec ce modèle financier sportif. On a du mal à l'accepter, mais c'est le modèle sportif français aujourd'hui. S'il n'y a pas d'argent, et ça a toujours été comme ça en fait, hein. Ça ne date pas que de cette décennie-là. Hein. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'argent, l'argent, ce n'est pas le moteur, mais c'est le carburant. Donc, s'il n'y a pas d'argent, on n'avance pas. Voilà, on peut avoir des super idées, on peut avoir des bons outils ou quoi que ce soit. S'il n'y a pas de quoi les faire tourner, voilà. Donc, l'idée, c'est de créer justement, de se doter de certains outils qui seront générateurs de nouveaux revenus. Et c'est ce qu'on veut faire à travers le stade. Après, notre seule envie, hein, c'est que, on rappelle notre baseline, hein, c'est envahissant le bon. Nous, la seule envie, c'est que le Charentais, voire au-delà des frontières, ait envie de venir au stade, prendre du plaisir, à un très bon niveau, être bien reçu et partir en ayant passé une belle soirée. Donc, je dirais, l'ambition, elle est là. Alors même si certains, je vous rappelle, voilà, peuvent penser qu'on peut aller un peu plus vite, voilà, nous, on va vers cette ambition-là, en organisant les choses comme on pense le mieux possible. Mais je crois qu'on va y arriver, j'en suis même certain. Fédérer, communier, vibrer. Ouais, les trois mots qu'on souhaite arriver à faire. Ça marche. Merci. Merci. Merci.